Ça fait 5 fois que je descends les 4 escaliers là, pour les 4 étages, pour aller chercher ce qui n'était pas en règle. Par contre, pour l'introduction, on m'a donné exactement 15 secondes. Pas plus, quoi. D'accord. Bon. Alors, 15 secondes pour dire merci à Max Ablard de la confiance qu'ils nous font, de l'honneur qu'ils nous font d'avoir demandé d'organiser cet événement. Merci à l'équipe parlementaire, mon équipe parlementaire, qui, en plus de tout le boulot que nous faisons, organise ce type d'événement. C'est pas rien. Et je voulais vraiment les remercier aujourd'hui. Et surtout, merci à un an pile du premier tour des élections présidentielles, de mener cette bataille culturelle majeure pour que le commerce équitable sorte de la niche où il est encore trop aujourd'hui, pour venir non pas une norme, mais la référence du bon commerce et de la bonne économie. C'est le combat que vous portez. Il suppose d'avoir de la conscience, il suppose aussi d'avoir de la régulation, c'est l'objectif du législateur, et nous aurons des opportunités, y compris dans les lois à court terme, qui viennent de faire avancer ces idées, mais il suppose aussi de la science, c'est un éclairage objectif, scientifique, et c'est l'essentiel de la plus-value de colloque qui nous réunit aujourd'hui. Merci donc. Bravo. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Augustin Biédou, je suis responsable plaidoyer de l'ONG Max Ablard France. Merci d'être présent de bon matin pour la présentation de la première étude de l'Observatoire de la rémunération équitable. Merci à Dominique Potier de nous accueillir dans la Maison de la démocratie, à sa collaboratrice Esther Albouy pour son engagement. Merci à chacune et chacun de nos intervenants que je présenterai avant leur intervention. On a la chance qu'ils et elles soient nombreux pour prendre connaissance de ces constats neufs et esquisser des solutions pour que les enfants rêvent encore. Les enfants d'agriculteurs rêvent encore au métier de leurs parents. L'étude qui va vous être présentée révèle des chiffres et des constats inédits, mais aussi une réalité différente selon les filières, les territoires et la situation des foyers. On la prolongera par une question phare qui va structurer le plaidoyer de notre ONG du projet de loi d'urgence agricole qui est examiné dès cette semaine à l'Assemblée jusqu'au présidentiel. Comment on résout le triangle de l'inaction qui veut que l'État, les entreprises, les consommateurs se disent tous « c'est pas à moi d'agir en premier ». Un chiffre va être révélé, X milliards manquent chaque année pour que chaque agricultrice et agriculteur atteigne ne serait-ce qu'un SMIC, ce qui est déjà trop faible, ou aller chercher cet argent du côté de l'État et des collectivités, de l'Europe, de la grande distribution, des industriels, de l'agroalimentaire, français ou étrangers, des consommateurs, des épargnants. Et si oui, comment? Jules Colombo, la parole est à toi pour les conclusions de cette étude. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux et nombreuses aujourd'hui pour la présentation de ce premier rapport de l'Observatoire. On a essayé à travers ce premier rapport de quantifier ce sujet qui est complexe, le sujet des revenus agricoles. On sait qu'il est complexe, mais il ne doit pas nous empêcher de faire un état des lieux de la situation économique des agriculteurs aujourd'hui, de la précarité quand elle existe, des inégalités quand elles existent aussi. Et donc, ce premier rapport va démarrer par un schéma que vous connaissez, dont vous avez peut-être déjà conscience, qui montre les flux financiers qu'il y a entre les exploitations agricoles et les ménages agricoles, parce que les exploitations agricoles, c'est une des ressources du foyer. On le voit à travers le revenu courant avant impôt, que nous donne tous les ans le ministère de l'Agriculture. C'est une des ressources du foyer, mais il y a d'autres ressources dans les foyers agricoles qui peuvent venir du travail du conjoint, qui peuvent venir de la pluriactivité des agriculteurs, qui peuvent venir des ressources du patrimoine. Et l'INSEE le démontre chaque année, a republié dessus la semaine dernière sur les inégalités qu'il peut y avoir au niveau du niveau de vie des ménages agricoles. L'INSEE rappelle également régulièrement que le niveau de vie des ménages agricoles, il est assez proche du niveau de vie de la population pour la valeur médiane des ménages agricoles. Par contre, que les inégalités sont plus fortes. Les 10% des ménages agricoles les plus pauvres sont plus modestes que les 10% des ménages de la population française et inversement pour les ménages les plus riches. Nous, dans ce travail, on s'est focalisé sur les données du ministère en charge de l'agriculture, les données Agreste, non pas en repartant des moyennes qui sont données tous les ans par le ministère de l'Agriculture, mais en repartant de leur base de données, la base des micro-données des exploitations agricoles. C'est plusieurs milliers d'exploitations, c'est un peu plus de 7000, sur lesquelles on est reparti pour vérifier si les résultats qui viennent des exploitations en eux-mêmes ils sont rémunérateurs, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est de savoir si la rémunération agricole en elle-même est rémunératrice et pas uniquement et la rémunération du foyer ne vient pas uniquement des autres ressources du ménage.
Le premier constat phare de ce rapport, c'est la part des agriculteurs qui, en moyenne chaque année, ne dégagent pas l'équivalent du SMIC. Elle est évaluée à 43% sur la période 2015-2024. Derrière ces 43%, il y a 14% d'agriculteurs chaque année qui ont un résultat négatif et 29% qui ont un résultat positif mais inférieur à un SMIC. Derrière ce constat, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi une part d'agriculteurs qui est au-dessus de ces chiffres. C'est 30% des agriculteurs qui, en moyenne, chaque année, sont au-dessus de 2 SMIC. Quand on regarde la variabilité d'une année sur l'autre, il y a un constat qui nous a interpellés, c'est que même dans les meilleures années, les années 2021-2022, là où les résultats ont été les meilleurs, même dans les meilleures années, c'est près d'un agriculteur sur 3 qui ne dégage pas l'équivalent du SMIC. Donc c'est ça aujourd'hui, être dans une meilleure année pour l'agriculture en France, c'est avoir un agriculteur sur 3 qui ne dégage pas l'équivalent du SMIC via son activité agricole. Non. Je ne sais pas. Ouais, non, juste avant, s'il te plaît. Merci. Si on fait un pas de côté, au-delà de ce seuil du SMIC, qui n'a pas été choisi par hasard, ce seuil du SMIC juste avant, c'est le seuil qui aujourd'hui bénéficie à 88% des actifs en France. 88% des actifs en France sont salariés et bénéficient de ce seuil de protection, mais on a voulu étendre la focale en regardant le niveau des revenus agricoles par rapport aux revenus médians des salariés en France. Et donc là, à ce niveau, c'est 54% des revenus agricoles qui, chaque année, sont inférieurs au salaire médian. Donc, ces données, elles sont plutôt proches entre les revenus agricoles et les salaires médians des Français. Mais si on revient sur ce que l'on montrait juste avant, c'est que les agriculteurs, bien entendu, n'ont pas ce filet de sécurité. C'est-à-dire qu'au-delà de ces 54% d'agriculteurs qui dégagent moins que le salaire médian français, c'est 43% qui, par contre, ne bénéficient pas de ce seuil de sécurité du SMIC. Alors, c'est un SMIC qui est annuel dans cette étude, c'est un SMIC qui est annuel pour un temps plein. On ne dit pas que c'est un résultat idéal, on dit que c'est un résultat qui montre l'insécurité des revenus agricoles en France. Voilà. Quand on regarde les différences par filière, oui, il y a des écarts d'une filière à l'autre. En rouge, à chaque fois, vous avez les résultats, la part des résultats qui sont négatifs par filière. En orange, vous avez la part des résultats qui sont positifs mais inférieurs au SMIC. Vous voyez, il y a des différences par filière. Les céréales et les oléoprotéagineux ou les bovins viandes sont les filières les plus marquées en général depuis les 10 dernières années par cette part d'agriculteurs qui sont sous le SMIC. Pour autant, ce qui nous frappe, et c'est le deuxième constat phare de cette étude, c'est que quelles que soient les filières, même pour les filières qui s'en sortent le mieux, les autres grandes cultures ou le porcin et la volaille, c'est près d'un agriculteur sur 3, à nouveau, qui ne dégage pas l'équivalent du SMIC via ses revenus agricoles. Ce constat, on a le même au niveau des régions, c'est-à-dire que quelles que soient les régions en France, même en Bretagne, qui est la région qui s'en sort le mieux, être en Bretagne, aujourd'hui, c'est avoir 31% d'agriculteurs qui ne bénéficient pas à nouveau de ce seuil, qui ne dégagent pas l'équivalent du SMIC via son activité agricole. Et la chose qui nous marque particulièrement dans cette carte, c'est les résultats pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, qui dépassent chaque année en moyenne le seuil de 50%, c'est-à-dire qu'une majorité d'agriculteurs dans ces régions ne dégagent pas l'équivalent du SMIC. Pourtant, ce sont les deux régions qui comprennent le plus d'agriculteurs en France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. On a essayé de regarder les profils qu'il y avait d'agriculteurs derrière cette précarité. Donc pour ceux qui sont un peu plus loin, je vais essayer de vous décrire ce qui se passe sur cette slide. On a regardé la part d'agriculteurs qui sont sous le SMIC pour les exploitations
qui sont en fonction de l'âge du chef d'exploitation, en fonction de la dimension de l'exploitation, que ce soit sa taille, telle que les données du ministère de l'Agriculture nous le donnent. C'est la classification du ministère de l'Agriculture, petite, moyenne ou grande exploitation, en fonction du nombre d'actifs qu'il y a sur l'exploitation, ou en fonction du classement de l'exploitation en zone défavorisée ou non, et j'y reviendrai dans 1 minute. Quand on regarde l'âge des exploitants, on ne voit pas particulièrement de différence. Aujourd'hui, être jeune en agriculture ou être plus âgé n'entraîne pas particulièrement de différence sur la probabilité d'être sous le SMIC. Par contre, quand on regarde la dimension des exploitations, oui, aujourd'hui, avoir une petite exploitation, c'est plus probablement être sous le SMIC en France, 61% pour les petites exploitations contre 26% pour les plus grandes. Pour autant, il y a quand même une partie, c'est un quart des plus grandes exploitations qui, à nouveau, sont sous ce seuil. Sur la partie des agriculteurs qui se situent en zone défavorisée, en un mot, les zones défavorisées, aujourd'hui, c'est une classification européenne. C'est les zones de montagne, de piémont, etc., qui bénéficient d'aides particulières, les ICHN, les indemnités compensatoires de handicap naturel. Et malgré ces aides, c'est 49% des agriculteurs qui sont sous le seuil du SMIC. C'est davantage que les agriculteurs qui ne sont pas en zone défavorisée et qui ne bénéficient pas de ces aides. Et forcément, ce constat doit nous interpeller sur les arbitrages budgétaires que nous faisons collectivement. Enfin, après avoir fait ce tour d'horizon de la précarité des agriculteurs, on a regardé la persistance des agriculteurs qui se situent sous le seuil du SMIC. Donc on est reparti de cette base de données individuelle des exploitations, de plus de 7000 exploitations. On a regardé celles qui se retrouvaient chaque année dans la base de données. C'est un peu plus de 4000. Chaque année dans la base de données, on a ensuite regardé en 2015, donc au moment du démarrage de l'étude, en 2015, ceux qui étaient sous le seuil du SMIC. Sous le seuil du SMIC en 2015, plus de la moitié sont restés à nouveau sous le seuil du SMIC les années suivantes. Et ça, à nouveau, ça doit nous interpeller par rapport à l'existence de cette trappe, de ce qui peut s'apparenter à une trappe à pauvreté dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas avoir des revenus suffisants entraîne une probabilité plus forte d'être à nouveau modeste dans les années qui suivent. Donc c'est une majorité d'agriculteurs qui étaient sous le seuil du SMIC en 2015 qui continuent de le rester la majorité des années suivantes jusqu'en 2024. Une fois qu'on a dit ça, on a chiffré pour chaque agriculteur dans cette base de données qui est sous le SMIC, on a chiffré l'écart qui le sépare du SMIC. C'est-à-dire qu'on a regardé le résultat de l'exploitation et on a évalué s'il manque 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros par exploitation. Une fois qu'on a fait ce calcul d'écart individuel entre chaque exploitation, on a additionné la totalité des écarts pour la totalité des agriculteurs qui se situent sous le seuil du SMIC. Et on obtient ce chiffre en milliards, donc c'est 3,3 milliards d'euros qui, en moyenne, sur les 10 dernières années, aurait été nécessaire d'identifier pour rehausser le niveau de revenus de l'ensemble des agriculteurs à hauteur du SMIC. Sur les 2 dernières années, on a dépassé 4 milliards en 2023 et 5 milliards en 2024. Et ce rebond du budget, cette croissance du budget qui serait nécessaire pour rehausser l'ensemble des agriculteurs à hauteur du SMIC, elle est due à 2 choses. À la fois à l'agrandissement de la part sur ces 2 dernières années des agriculteurs qui se situent sous ce seuil du SMIC, mais surtout à la précarisation des agriculteurs qui sont sous ce seuil. C'est-à-dire qu'il y a davantage d'écart pour les agriculteurs qui sont sous le seuil du SMIC sur les 2 dernières années, il y a davantage d'écart par rapport au niveau du SMIC, ce qui fait que mécaniquement, le budget qui est nécessaire pour combler cet écart est plus fort. Et enfin, dernière chose que l'on a regardée à travers cet observatoire, c'est une première analyse de corrélation entre différents facteurs qui font partie du débat public, le prix agricole, les volumes qui sont produits et le commerce international, les volumes qui sont exportés et les volumes qui sont importés. Quand on regarde ces résultats, là c'est un exemple sur la filière porcine, mais on observe la même chose sur l'ensemble des 7 filières que l'on a étudiées, bovin viande, céréales, et bovin lait, etc. Quand on regarde ces résultats, on se rend compte que sur les 30 dernières années, donc là on est sur un temps plus long que le reste de l'étude, sur les 30 dernières années, c'est le prix, le facteur qui est le plus corrélé aux revenus.
c'est le prix davantage que la production, que la totalité des volumes produits, davantage que les exportations, etc. Donc ce constat-là, il est fait aussi pour se rendre compte que c'est le prix, enfin on se rend compte à travers ce constat que c'est bien le prix qui peut être le facteur le plus direct peut-être pour améliorer les revenus des agriculteurs. Cette analyse de corrélation, bien entendu, elle doit être sans doute approfondie. C'est des données qui sont nationales, ce n'est pas des données qui sont individuelles à l'échelle des exploitations. On a regardé les prix agricoles moyens en France, on a regardé les volumes totaux produits, on n'a pas regardé le prix perçu par un agriculteur, les volumes produits par 7 agriculteurs et ce revenu. On est bien sur des moyennes nationales. Et donc cette première analyse, elle dégage en tout cas une première tendance qui est que le prix serait le facteur le plus corrélé aux revenus agricoles. Je vous remercie pour votre écoute. Et je te redonne la parole, Augustin, pour la suite. Grand merci, Jules, pour ces constats et ce chiffre 4,7 milliards qui va structurer nos échanges. Simplement un mot avant pour réagir sur comment notre ONG réagit sur ces constats. C'est une ONG à deux visages, hybride, l'un tourné vers les agriculteurs qui garantit par le label Max Havelaar un prix minimum d'1,5 SMIC plus les primes, et un visage tourné vers les pouvoirs publics pour que cesse cette distorsion de concurrence entre les entreprises qui rémunèrent les agriculteurs à un niveau d'intérêt général et celles qui rémunèrent les agriculteurs au niveau du seuil de pauvreté. Pour esquisser où trouver ces 4,7 milliards, on a choisi un format de duo d'intervention cadré sur des questions bien précises, et je vous propose pour ces questions d'appliquer le principe de Pareto, c'est-à-dire des solutions par ordre d'efficacité, puisque le débat public souffre parfois de désordre. Le premier temps portera sur la question des prix et des volumes, le deuxième sur les marges, et le troisième sur le rôle de l'État. Je vais donc appeler Marie Pochon, députée, et Anne-Marie Denis, vice-présidente de la commission de chaîne alimentaire de la FNSEA et agricultrice. Vous pouvez vous asseoir à côté, les deux micros fonctionnent. Et je vais m'asseoir aussi. Merci d'être avec nous. Le projet de loi de l'urgence agricole, donc, qui est examiné cette semaine à l'Assemblée, propose dans son article 21 d'étendre à d'autres filières que la filière bovine les tunnels de prix, c'est-à-dire la possibilité de définir un prix plancher basé prioritairement sur les coûts de production et un prix plafond. Ça reste une mesure volontaire. Anne-Marie Denis, vous êtes donc agricultrice en production laitière, bovine et céréalière. La FNPL, donc la branche laitière de la FNSEA, a communiqué jeudi dernier sur sa volonté que sur le marché national, le coût de production plus de SMIC s'applique obligatoirement pour les indicateurs nationaux de calcul des prix. Quelle est votre position sur la faculté donnée pour des tunnels de prix dans l'article 21 ? Et est-ce que la couverture des coûts de production plus rémunération ne doit pas être non seulement possible, mais obligatoire ? C'est ça, une agricultrice, c'est pas très technique dans les micros. Je préfère traire mes vaches laitières. Bonjour à tous, déjà ravi de vous rencontrer. Sur la question prix, il est important, et d'ailleurs il est important pour nos agriculteurs, d'avoir un calcul de prix efficace qui permette d'avoir le juste prix en tenant compte justement, entre autres, les coûts de production, mais aussi toutes les charges afférentes et entre autres le revenu de l'agriculteur. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, moi je m'étonne quand même toujours qu'on arrive à se contenter d'un SMIC, voire moins, pour un agriculteur qui est quand même, n'oublions pas, un chef d'entreprise, donc qui doit être reconnu en tant que tel, qui aujourd'hui, on installe des jeunes avec des niveaux de plus en plus élevés. Et donc, il faut vraiment qu'on veille à ce revenu agricole. On a un tunnel de prix qui a été constitué justement pour veiller à l'équilibre du prix acheté aux producteurs en tenant compte de leurs charges, en tenant compte de l'équilibre de tous les niveaux de la production, que ce soit du producteur jusqu'au consommateur. Et il faut vraiment prendre en compte le revenu de l'agriculteur, mais aussi prévoir l'avenir, les investissements
pouvoir se projeter pour l'agriculteur, parce que c'est l'un des métiers où il y a le plus de coûts d'investissement pour pouvoir avoir le droit de travailler en tant que chef d'exploitation. Donc voilà, la contractualisation qui date déjà depuis plusieurs années a permis de faire sensiblement monter le prix du lait. Malheureusement, en face, les coûts de production ont largement explosé. Et on doit continuer à travailler sur ce tunnel de prix qui soit au plus juste, qui a une base qui permet de justement prendre en compte les coûts de production, et après une deuxième base qui permet d'avoir un peu de liberté pour s'adapter au marché français, marché extérieur, et pouvoir en fait satisfaire aux revenus d'un produit agricole de qualité, puisqu'en France, on est quand même dans les pays où on produit de plus en plus un produit de qualité et on fait partie des pays les mieux notés en la matière. Avoir un produit de qualité sur le goût, parce que le Français est très attaché au goût de ses produits, mais aussi sur la partie, entre autres, sanitaire, qui est extrêmement important et qui nous permet d'ouvrir des marchés et nous permet aussi d'avoir notre produit en matière d'échange aussi pour d'autres produits qu'on a besoin en France et qu'on n'aurait pas en France. Si je comprends bien, il y aurait une base libre volontaire sur la partie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur, mais sur le marché national, il y aurait une base d'obligation de couverture de ces coûts de production et rémunération. Il faut absolument qu'il y ait la base, la première base, qui est une base d'obligation de couverture à la fois des coûts de production, je vous disais, des projets de l'agriculteur et aussi de son revenu. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui s'installe n'a plus envie de vivre différemment du monde extérieur. De plus en plus, les agriculteurs sont ouverts au monde extérieur. De plus en plus d'agriculteurs ne vivent pas sur le corps d'exploitation, mais vivent en ville avec des amis qui ont fait d'autres choix d'orientation. Donc ça, c'est extrêmement important. Et après, tout en limitant pour protéger peut-être le consommateur, on doit pouvoir avoir une marge de variance, si j'ose dire, qui permet de s'adapter au marché. Parce que si on ne s'adapte pas du tout non plus au marché, on est conscient que si on laisse nos produits et qu'ils ne sont plus vendables, que personne n'en veut, je pense qu'on aura du mal à en vivre aussi. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre dans tout ça. Mais vraiment, avoir une sécurité de prix de base, c'est extrêmement important. Sinon, demain, on n'aura plus d'agriculteurs, de moins en moins. Mais bon, vu vos chiffres, à la limite, je me pose quand même quelques questions. J'ai cru voir que moins il y a d'agriculteurs et plus les fermes sont petites, plus on vit mal. Alors, comment on fait pour trouver l'équilibre entre les deux? Il y aura moins d'agriculteurs, on grossira de plus en plus et on vivra mieux, peut-être, je ne sais pas. C'est des questions que je pose parce que moi, je n'ai pas les réponses. Moi, je pense qu'une exploitation, elle doit être équilibrée en fonction de sa production, de son marché, mais aussi l'envie de produire d'un agriculteur. Quand on a envie de produire, on produit bien. C'est aussi un métier plaisir, même si on a beaucoup de douleurs derrière. Pour rebondir sur ce que vous dites, l'étude a montré, comme le disait Jules, qu'à chaque fois que les prix ont augmenté, les revenus ont augmenté de manière à peu près proportionnelle. En revanche, à chaque fois que les volumes et les échanges internationaux ont augmenté, il n'y a pas de corrélation systématique avec l'augmentation des revenus. Du coup, ma question, c'est est-ce que les exportations, c'est bon pour les agriculteurs? L'exportation unique ne serait pas bon pour les agriculteurs. Tout vendre en produits intérieurs nous fera très plaisir sur notre image, peut-être. Et moi, je suis une adepte du produit français et de l'origine France, et on est en train de créer une plateforme sur ce dossier-là. Mais ceci dit, on a besoin des deux marchés pour mieux mettre en valeur le produit intérieur. On a besoin aussi d'avoir du marché extérieur. Le marché extérieur nous permet, et je le disais tout à l'heure, d'offrir aux consommateurs des produits plus de qualité, sanitairement, de plus en plus simples, parce que chaque pays a ses exigences et on durcit les exigences. Et moi, je le vois plus particulièrement sur la production, les viandes, mais on le voit aussi sur les céréales. Certains marchés extérieurs nous refusent les céréales, ça ne répond pas à certaines normes qui sont quelquefois drastiques. Donc, en fait, on en a quand même besoin pour satisfaire aussi nos Français sur la qualité de leurs produits. On en a besoin pour mieux valoriser certains produits. Alors, moi, je vais prendre l'exemple de la viande. J'ai des contrats, moi, en viande bovine. En gros, on me demande des vaches à deux pattes.
ou des bovins à deux pattes parce qu'on ne mange en France qu'une partie de la viande bovine. Sauf que moi, quand j'élève l'animal, j'élève un animal à quatre pattes. Je suis désolée, j'ai pas le choix. Ça marche comme ça. Et si j'avais pas le marché extérieur, j'ai une partie de ma viande qui part pour la moitié en France, pour l'autre moitié en Allemagne. Ma bête est coupée en deux. Et ça me permet d'avoir un prix correct et de bien vivre de mon métier. Ça permet aussi, il y a des produits agricoles qu'on ne produit pas en France. Alors, Max Havelaar fait du très bon café, je le confirme, contre quelques bouteilles de cidre. C'est vrai, c'est très bon aussi. Comme quoi, l'échange dans l'état d'esprit produit extérieur contre produit intérieur, si j'ose dire, peut être aussi une très bonne chose pour mieux valoriser le revenu des agriculteurs en offrant aux consommateurs les produits qu'il a envie de consommer. J'ai une dernière question avant de donner la parole à Marie Pochon. Les indicateurs de prix ne mentionnent pas la bifurcation écologique et la nécessité de payer les agriculteurs pour service environnemental rendu, alors qu'une étude du BASIC a chiffré à 19 milliards les coûts cachés environnementaux et sociaux de notre alimentation. Le débat sur la loi du plomb a cristallisé une opposition, pour dire les choses simplement, pesticides et dangers pour la santé contre rendement. Actuellement, la PAC, c'est on t'aide pour produire en fonction de tes hectares et on t'aide si tu fais mieux pour l'environnement. Il n'y a pas de lien avec une baisse de rendement qui serait liée à l'interdiction de certaines substances. Quelle serait votre position si la PAC disait au hasard à un producteur de betteraves, ta production va baisser, on va t'aider à compenser sur 5 ans et financer donc prioritairement les agriculteurs qui rencontrent des chutes de rendement liées aux services environnementaux? Vous prenez l'exemple idéal pour moi, c'est la betterave. Je suis dans une région où on produisait beaucoup de betteraves. Une entreprise de transformation qui est disparue en Normandie, qui fait que entre les difficultés de production, les interdictions, etc., l'entreprise a dit, nous, on n'a pas d'avenir ici, on s'en va. Et les agriculteurs ont quasiment tous arrêté de faire de la betterave sucrière. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix. Sur la partie environnementale, sur ce dossier-là, je vous parle de ce dossier-là parce que c'est un dossier que j'ai beaucoup travaillé et que je connais très bien et que je trouve qui est très marquant. Le fait d'arrêter de la betterave, on fait moins de rotation sur nos cultures et c'est très mauvais pour l'environnement. Donc, comme quoi, il faut faire attention aussi jusqu'où on doit aller sur l'environnement et sur les conditions. Alors, produire moins, ça c'est sûr. Nos agriculteurs, aujourd'hui déjà, ont changé carrément leurs pratiques, ont des pratiques beaucoup plus vertueuses, ce qui fait que rien que par l'évolution de leurs pratiques, ils ont perdu à peu près 10% de leur rendement sur leurs exploitations. Non, on ne nous a pas compensé la perte. Par rapport à la PAC a évolué. Alors moi, vous voyez bien mon grand âge, je commence à avoir quelques cheveux blancs, mais la PAC hier, moi je me souviens quand elle a été créée, pour subvenir à la perte, l'écart des coûts, des coûts du marché avec le coût de production des agriculteurs pour que les agriculteurs continuent à produire, continuent à vivre de leur métier. Aujourd'hui, la PAC, ce n'est plus ça. La PAC, c'est une grosse machine qui permet de faire ce qu'a envie de faire à la fois l'État et l'Europe. Et les agriculteurs doivent s'adapter. Mais aujourd'hui, la PAC, avant, rémunérait uniquement les hectares. Aujourd'hui, on est de moins en moins, la PAC est de moins en moins assise sur les hectares, de plus en plus assise sur le travail fait en matière d'environnement. Et je note, entre autres, que sur cette dernière PAC, je salue tous mes collègues agriculteurs, parce qu'on a tous fait pareil, on a tous su s'adapter pour avoir des productions plus vertueuses, pour que ça réponde de mieux en mieux. Et là, nous sommes à la FNSEA en train de nous battre pour une PAC qui reconnaisse les actifs. Alors, quand je parle d'actifs, il y en a peut-être dans la salle. Je suis désolée, mais c'est une façon que j'aborde de façon un peu ironique, mais je me dis qu'un actif, c'est pas l'agriculteur du dimanche, c'est quelqu'un qui en fait son métier, mais aussi qui peut en vivre. À partir du moment où on en vit, on peut considérer qu'on est agriculteur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que la FNSEA tient, tenir compte, comme les jeunes agriculteurs qui, eux, étaient les premiers initiateurs de cette envie d'identifier les actifs, avoir une PAC qui permette de continuer à produire pour nourrir une production de qualité
et qui permettent économiquement de pouvoir maintenir une agriculture vivable, viable, économiquement reconnue et qui puisse continuer de faire ses marchés intérieurs et extérieurs, répondre aux consommateurs, à la demande, parce qu'en fait, ce qu'on oublie souvent dans l'agriculteur, dans le métier de l'agriculteur, c'est que si on est agriculteur, c'est d'abord parce qu'on aime produire pour nourrir. Et on veut nourrir quelque chose de bien. Un point commun avec chez Max Havelaar, je pense. Marie Denis, merci. Le message est passé. Marie Pochon, vous êtes députée de la Drôme. Et vous avez porté une loi sur les prix planchers. D'ailleurs, question liminaire, que devient cette loi? Pourquoi elle n'est pas portée par les écologistes? Mais surtout, que pensez-vous de l'article 21 sur les tunnels de prix? Et est-ce que vous pensez qu'il serait possible, non pas de fixer un prix plancher qui soit volontaire selon les filières, mais obligatoire dans la loi à hauteur, par exemple, d'un SMIC, qui soit suffisamment élevé pour aider certains agriculteurs les plus fragiles et suffisamment mesuré pour éviter que risquer un approvisionnement chez nos voisins européens ou une menace pour nos exportations dont parlait Marie Denis? Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très impressionnée d'être ici et bravo d'avoir lancé cet observatoire. Je pense que c'est des outils qui sont utiles avec l'OFPM, etc. Mais d'avoir des outils d'observation effectivement de comment sont construits les prix et qu'est-ce qui revient finalement dans la poche des producteurs. Souvent pas grand-chose en vérité. Et pourtant, nous, en tant que consommateurs, on voit les prix grimper année après année dans les magasins. Et donc, je pense que d'avoir ces outils de transparence, en tout cas sur la construction des prix, sont extrêmement utiles. Pour revenir sur la proposition de loi que j'avais pu porter au nom du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, c'était en 2024. Ça permettait d'apporter une réponse également aux mobilisations agricoles de l'hiver 2023-2024, même si elles ne se sont pas du tout épuisées depuis, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première des revendications était bien celle du revenu lors des mobilisations, même si cela a été plutôt éludé dans l'ensemble des propositions de loi qu'on a pu, des projets de loi, pardon, issus du gouvernement qu'on a pu étudier depuis, avec la loi d'orientation agricole en premier lieu, la loi du plomb derrière, et enfin, effectivement, ce PJL d'urgence agricole dont on commence l'examen cet après-midi en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, où enfin, 2 ans plus tard, on parle de revenus, et moi je m'en réjouis vraiment. Et donc à l'époque, on avait déposé dans le cadre d'une niche parlementaire une proposition de loi permettant la mise en place de prix minimum garantis décidé par les filières, donc c'est pas un truc étatique qui décide des prix, mais bien les filières qui permettent de décider d'un prix, notamment face aux acheteurs par la suite, et qui prennent en compte la diversité des territoires et la diversité des pratiques agricoles également. Cette proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, mais elle n'a pas poursuivi son chemin législatif, tout simplement, puisqu'elle n'a pas été reprise au Sénat. Et de toute façon, j'ai peu d'espoir qu'une proposition de loi de ce type permettant des prix garantis puisse être adoptée au Sénat au vu de la couleur politique majoritaire au Sénat. Mais effectivement, moi, j'invite, à chaque fois que j'en croise, les sénateurs à étudier cette question-là, même si aujourd'hui, on a l'outil effectivement du projet de loi d'urgence agricole qui va nous permettre, je l'espère, d'avancer sur ces sujets. Moi, je trouve que l'intention du tunnel de prix, elle est louable et elle est bonne, et nous l'accompagnerons avec mon groupe. Mais je crois effectivement qu'il faut l'imposer de manière obligatoire, c'est-à-dire que les coûts de production soient couverts, mais en allant également plus loin, en prenant en compte un revenu digne pour les agriculteurs. C'est un peu ce que vous disiez à l'instant, un revenu minimum qui soit garanti au moins à l'équivalent du SMIC. Nous, ce que nous avions proposé dans la proposition de loi qui avait été adoptée, c'était la prise en compte des coûts de production et également la prise en compte du revenu minimum que nous, on avait établi à 2 fois le SMIC au vu du temps de travail de la plupart des agriculteurs qui se situe bien au-delà des 35 heures. Donc, c'était quelque chose que nous avions posé comme une proposition à débattre. Là, j'espère qu'effectivement, dans les débats que nous aurons la semaine prochaine en commission des affaires économiques, nous pourrons débattre de ce prix minimum qui inclut un SMIC, 2 SMIC, un SMIC et demi, je ne sais pas, mais en tout cas qui prennent en compte également la question du revenu, parce qu'on en connaît beaucoup des agriculteurs qui réussissent à prendre en compte dans les prix de leur production les coûts de production, mais pas forcément de se dégager un revenu qui soit véritablement viable. Des agriculteurs à 300, 400, parfois au RSA, ça existe, et il y en a beaucoup malheureusement, et donc prendre en compte le revenu, je pense que c'est une question absolument importante.
Sur les indicateurs de coûts de production qui sont aujourd'hui dans le texte du PJL d'urgence agricole, nous souhaitons supprimer la possibilité d'y déroger. Aujourd'hui, le texte agricole prévoit que la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de pertinents de production, mais sauf si les parties choisissent explicitement d'autres indicateurs et en justifient les raisons dans le contrat. Ça, c'est typiquement une disposition que nous souhaiterions supprimer, c'est-à-dire assurer aux producteurs de pouvoir déterminer leurs coûts de production, leurs revenus et d'assurer des prix minimums garantis pour la production. On doit interdire tout simplement la vente à perte. C'est un peu notre objectif. À moins que vous ayez un mot à ajouter sur cette question du prix, je serais curieux de vous interroger sur la question de la baisse des volumes et des exportations. Oui, je vais rebondir sur la même question qu'Anne-Marie Denis. Donc l'étude montre que quand les prix augmentent, les revenus augmentent de manière proportionnelle. Quand les volumes et les échanges internationaux augmentent, l'augmentation des revenus n'est pas corrélée systématiquement. Ma question est donc volontairement provocante, est-ce qu'on arrête les exportations? Si on les réduit, on les remplace par quoi dans notre balance commerciale? Et au fond, un producteur de betterave conventionnelle, on lui dit quoi s'il perd 30% de rendement? Moi, je ne crois pas, mais je pense qu'on a quand même des visions de la souveraineté alimentaire et agricole qui sont quand même différentes. Et on a eu ces débats lors du projet de loi d'orientation agricole, sur la définition de la souveraineté alimentaire et agricole, qui était, à mon sens, effectivement, la possibilité pour une nation, quelle qu'elle soit, de pouvoir se nourrir sainement et pouvoir subvenir à ses besoins sans mettre en cause les besoins alimentaires et agricoles d'autres pays. Ça, c'est la définition de l'ONU en matière de souveraineté alimentaire. Ce qui a été introduit dans la loi agricole, donc ce qui est aujourd'hui fait force de loi dans notre pays, c'est que la souveraineté alimentaire, c'est ça, c'est subvenir aux besoins alimentaires de la nation, mais également assurer nos capacités à l'export. Ça, c'est la définition de la souveraineté alimentaire en France. Et donc, moi, ça me pose beaucoup de questions, effectivement, parce qu'à mon sens, la souveraineté alimentaire aujourd'hui devrait subvenir à d'autres besoins et surtout pas remettre en cause les besoins alimentaires des autres nations et les capacités agricoles des autres pays également. Quand on cherche à exporter au-dessus de toute autre chose, et aujourd'hui c'est bien la direction qui est prise par le gouvernement. On a entendu Madame Genevard ouvrir le salon de l'agriculture en disant que finalement un certain nombre de fermes familiales n'avaient sans doute pas la taille critique pour pouvoir être compétitive ou pouvoir jouer sur le marché international. À partir de ce moment-là, ça pose une vraie question de modèle agricole et alimentaire. Une vraie question sur laquelle on n'a pas vraiment eu de débat national, à mon sens, qui inclut l'ensemble des agriculteurs, qui inclut également l'ensemble des Françaises et des Français, parce que je pense que beaucoup de Françaises et de Français sont très attachés au modèle familial qui permet non seulement de nous nourrir sainement, mais également de définir nos paysages, d'assurer la vitalité de nos territoires ruraux. Et toutes ces questions-là, elles sont absolument essentielles. Et donc, pour répondre à la question de l'export, moi, je ne pense pas qu'il faille interdire l'export. Je pense qu'il faut poser des marges de régulation, effectivement, sur les marchés internationaux. On a des outils, et notamment quand on souhaite mettre en place des prix planchers ou des prix rémunérateurs, bien évidemment que ça exige des outils de régulation aux frontières pour assurer que les produits qui rentrent sur le territoire national obéissent aux mêmes normes sanitaires, sociales, environnementales que les produits que l'on produit ici, pour assurer qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, effectivement. Mais à partir du moment où on base notre modèle agricole et alimentaire sur l'exportation, il faut accepter un certain nombre d'importations en échange. Et donc, c'est toute la contradiction, à mon sens, du modèle agricole qui est aujourd'hui porté. C'est qu'on se met nous-mêmes en difficulté, on met nous-mêmes les agriculteurs français en difficulté, avec certaines filières qui vont très bien fonctionner à l'export et d'autres qui sont des filières d'excellence, des filières qui nous rendent fiers dans ce pays et qui seront incapables de faire face effectivement à la concurrence déloyale d'autres pays. Et moi, je le dis là, en tant que députée de la Drôme, on est sur un territoire, effectivement, avec des difficultés géographiques importantes, des sols qui ne sont pas forcément les plus fertiles de France, des difficultés d'irrigation également. Notre capacité à être compétitif, même à l'échelle nationale, c'est notre excellence. On n'a que ça.
Et si un jour, il faut produire et faire du rendement pour pouvoir surnager et pour pouvoir continuer à produire dans la Drôme, on n'y arrivera pas. Tout simplement parce que le territoire ne le permet pas. Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser au global, parce que si à la fin, on n'a que la Beauce et puis un certain nombre de territoires de plaine pour produire notre alimentation, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste du territoire national où on aura plus de difficultés pour pouvoir être compétitif en termes de coûts? Moi, c'est la grande question que je me pose et j'essaye de m'engager en tant qu'écologiste, mais également en tant que députée rurale d'un territoire montagneux pour défendre une certaine forme d'agriculture qui, effectivement, est une agriculture paysanne, une agriculture familiale et une agriculture qui prend soin des gens qui habitent à côté et du vivant, bien évidemment. Merci. On aimerait lancer le débat dont vous parlez maintenant, mais on doit quitter la salle à 10h30 pile. Merci Anne-Marie. Oui je crains qu'on n'ait que 10 secondes. Donc, je vais poser une question et donner une affirmation. Déjà, une affirmation, je suis normande et nous, on fait tout type de production. On est à la fois en zone de montagne défavorisée, puisqu'on a la Suisse normande, et en même temps, on a les plaines. Donc, si vous voulez venir vivre en Normandie, vous verrez qu'on peut vivre de tout type d'agriculture sur toute dimension d'agriculture. Moi, ma question que j'ai derrière, c'est qu'est-ce que c'est que l'agriculture familiale pour vous? Moi, je suis sur une exploitation agricultrice avec 2 jeunes installés, un jeune salarié qui sera probablement mon remplaçant plus tard, qui est un ami de la famille. Est-ce que c'est encore une ferme familiale? Bien sûr, c'est une question. Je ne sais pas si on commence à débattre. En 30 secondes. Non, mais bien sûr, mais la question, c'est l'orientation qu'on donne à terme. Je pense qu'on voit toutes et tous autour de nous des fermes s'agrandir, des relations entre agriculteurs également qui ne deviennent plus des relations de compagnonnage, de coopération, mais de prédation des terres agricoles. On voit tout. On voit bien évidemment ces mouvements se mettre en place, tout simplement parce qu'effectivement, c'est guidé par des politiques, la politique agricole commune, mais également par cette direction donnée au rendement, à la compétitivité, à l'export. Tout ça force ces mouvements-là de prédation plutôt que de coopération. Et donc, comment on maintient un tissu de ferme familiale, là est le sujet. Et en tout cas, ce n'est pas ce que disait la ministre de l'Agriculture à l'ouverture du salon. C'est ce que j'ai critiqué à ce moment-là. Merci beaucoup à vous deux. On va passer à la séquence sur les marges. Je vais laisser Karine Jacquemart, directrice de l'ONG Foodwatch, s'installer, ainsi que Sophie Devienne, présidente de l'Observatoire de formation des prix et des marges. Karine Jacquemart, donc directrice de l'ONG Oxfam, vous avez lancé cette année une campagne pour imposer à la grande distribution de vendre à prix coûtant, c'est-à-dire sans marge, sans produits alimentaires basés sur les recommandations du Programme national nutrition santé. Comment on fait pour concilier encadrement des marges de la grande distribution et garantir un revenu d'intérêt général aux agriculteurs? Et je vais poser ma deuxième question du même coup, ça vous permettra de présenter votre vision. Le député Dominique Potier avait il y a quelque temps demandé un rapport sur les marges de la grande distribution vis-à-vis des produits bio et équitables suspectés d'être anormalement hautes. Au-delà des 100 produits basés sur le PNS, pensez-vous que les pouvoirs publics que vous avez rencontrés à plusieurs reprises sur ce sujet sont en capacité juridique vis-à-vis du droit de la concurrence, mais aussi technique, de demander aux entreprises de transmettre indirectement, au hasard, à l'Observatoire des prix et des marges, les données produit par produit et enseigne par enseigne, et que ces mêmes pouvoirs publics sont en capacité d'alerter publiquement ou de façon confidentielle sur des marges anormalement hautes. Un, deux, ça doit marcher. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci. Alors comment on fait? Avec en fait de la volonté politique. Hein. Ça va être le fil rouge de mon intervention. Parce que tant qu'on n'a pas une volonté politique d'équilibrer les choses, de réconcilier le sujet agriculteur et consommateur, de mettre le doigt sur les vrais responsables de ce système qui aujourd'hui laisse sur le carreau des milliers d'agriculteurs, agricultrices. On parle de, l'INSEE parle de, vous le savez, 1 sur 6 qui vit sous le seuil de pauvreté. Là, on a un observatoire qui nous donne des éléments édifiants qui vont dans le même sens. Et qu'en même temps, on a plus de 10, 11 millions de nos concitoyennes, concitoyens qui sont confrontés à une situation de précarité alimentaire. Le vrai sujet, c'est comment on en arrive là. Et c'est certainement pas une fatalité dans un pays qui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, est un pays riche. Donc, qui profite de ce système? Et c'est là qu'il va falloir faire bouger les choses. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'être aussi avec des parlementaires aujourd'hui et des acteurs comme l'OFPM, on va en reparler, et plein d'autres pour faire bouger cette équation qui est en fait une équation qui est falsifiée. Hein. Aujourd'hui, si elle n'est pas équilibrée, c'est parce que certains bloquent ce système et nous l'imposent.
Donc juste factuellement, si on regarde en gros, effectivement du côté agriculture, on dit toujours les agriculteurs, les agriculteurs. On va le féminiser un peu pour commencer, et puis on va parler des paysans, des paysannes pour parler de la diversité des agriculteurs, agricultrices. Et puis surtout, je ne pense pas que ce soit une catégorie homogène. Donc, il y a quand même une petite minorité qui s'en sort mieux que la grande majorité des agriculteurs et agricultrices. Et si on parlait de la PAC tout à l'heure, c'est quand même, sur les chiffres de 2023, 9 milliards d'euros pour la France, qui, vous le savez, est le pays qui reçoit le plus de ces subventions de la PAC, qui, malheureusement, sont beaucoup moins que ça devrait l'être corrélés à des critères environnementaux, puisqu'en plus, avec le démantèlement du pacte vert, du Green Deal, et nos paquets législatifs européens qu'on appelle les omnibus, qui ne visent que à démanteler les réglementations existantes, la PAC, c'est plutôt toujours corrélé à la surface. Et en France, 20% des agriculteurs agricultrices mettent la main sur 50% du gâteau des 9 milliards. Donc ça a l'air d'aller pour certains, vous voyez. Et quand on parle, pareil, d'agriculteurs agricultrices, il faut qu'on le mette en perspective avec industrie agroalimentaire, grande distribution. C'est pour ça que j'y arrive à faire le lien avec les consommateurs et la grande distribution. Le président de la FNSEA, c'est un secret pour personne, n'est pas un paysan. C'est aussi un PDG d'énormes industries, de géants de l'agroalimentaire. Et ça change tout, en fait, dans la définition. Ça change tout aussi dans la vision politique et la vision de notre agriculture qui est défendue par ceux qui sont aujourd'hui sur les sièges décisionnels. On est là face à des parlementaires, mais on connaît le poids du MASA. Et effectivement, avec les discours tenus actuellement par Annie Genevard, je ne suis pas sûre que ça serve l'intérêt général ou la majorité des agriculteurs et agricultrices, mais plutôt, je vais le dire comme ça, un enfermement, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, dans un système agricole aujourd'hui qui, loin de nous apporter la souveraineté comme c'est prétendu, nous enferme dans un système dans lequel on est dépendant de beaucoup trop de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse. On peut reparler du cadmium et des engrais phosphatés, ça n'est qu'un des sujets. Dépendant parce que non seulement ces substances-là, à terme, vont continuer à contaminer beaucoup trop nos sols, l'eau que l'on retrouve, y compris dans les eaux censées être naturelles, minérales, extrêmement profondes. On peut aussi reparler de ces scandales-là. Et donc, on va continuer à contaminer. Et donc, ça veut dire que déjà, à terme, on est en train de détruire notre outil de production de demain. Donc, je ne vois pas très bien où est la souveraineté, et encore moins dans la durabilité. Et en plus, on est dépendant, en très grande partie, d'importation de ces pesticides de synthèse et engrais de synthèse. Et on voit bien quand il y a un conflit géopolitique ou toute autre crise qui nous pend au nez, parce que ce soit le contexte géopolitique ou le changement climatique, bien évidemment qu'il va y avoir des crises et qu'il faut se préparer au choc, eh bien, on voit bien qu'en fait, le système actuel qu'on nous impose nous rend dépendants et donc absolument pas résilients face à ces crises, ni à court terme, ni à moyen terme. Donc moi, ce que je souhaite, et ce sujet du revenu est essentiel, c'est effectivement qu'il n'y ait plus de stratégie de diversion quand on veut parler des revenus, que finalement certaines grosses voix dominantes prétendent avec le côté bouc émissaire de dire « Ah non, le problème des agriculteurs, c'est les normes environnementales », c'est bien connu, hein, c'est quand même vraiment le problème des agriculteurs, des agricultrices. Donc c'est évidemment faux, puisqu'il est dans l'intérêt de chacune, chacun, à commencer par les agriculteurs, agricultrices, d'en fait se mettre autour de la table, de ne pas prétendre que c'est facile, d'évidemment pas avoir des solutions dogmatiques ou sans accompagner les gens, mais d'avoir une vraie vision politique et une volonté citoyenne et collective de se dire vers quel modèle d'agriculture on veut aller et qu'est-ce qui est possible. Et les scientifiques nous le disent, nous le redisent, c'est même eux qui aujourd'hui sont obligés de se transformer en lanceurs d'alerte. Là, si on ne change pas, si on ne réfléchit pas à une transition, à d'autres moyens, y compris dans la diversité, on va dans le mur, en fait. On va dans le mur socialement, on va dans le mur, encore une fois, de notre environnement, de la contamination de nos environnements. Et bien sûr, vous avez eu raison de le rappeler, madame, merci. Bien sûr que les agriculteurs et les agricultrices veulent produire une alimentation de qualité pour la population, veulent aussi certainement se protéger eux-mêmes, car leur santé est la première exposée, et veulent cet équilibre. Et donc, dans le triptyque, je finis pardon là-dessus, je promets, je fais ce lien, mais je tenais à dire ça, le revenu, c'est essentiel, et toutes les propositions de revenu plancher sont essentielles. Comment peut-on accepter qu'on ait une si grande partie de nos agriculteurs et agricultrices qui ne vivent pas de leur travail, qui en plus n'est pas le travail le plus facile? Et enfin, les consommateurs, il faut les réconcilier. Le petit discours de la grande distribution qui consiste, vous savez, à faire penser que c'est parce que les consommateurs veulent des produits pas chers que les agriculteurs sont mal rémunérés,
c'est une stratégie de diviser pour mieux régner, pour ne surtout pas qu'on regarde leurs responsabilités. Donc, ce qu'on a vu avec Foodwatch, avec Famille Rurale, avec l'UFC, avec Secours catholique, et maintenant, on a élargi une coalition à quasiment 40 associations, et ça va continuer, et des associations vraiment sur l'environnement, mais aussi la précarité, etc. Ce qu'on a documenté, exposé depuis fin 2023, quand on a vu qu'il y avait cette inflation alimentaire, et là, c'est pareil, ça va recommencer. Mais fin 2023, vous vous rappelez, on était à plus 20% d'inflation sur 2 ans. Moi, j'entendais, comme vous, que les fils à l'aide alimentaire augmentaient. Bon, moi, il y a plus de 20 ans, je me suis engagé à Action contre la faim. Quand j'entends ça en France, c'est déjà inacceptable partout dans le monde, mais quand j'entends ça en France, honnêtement, ça me révolte parce que c'est évident que, encore une fois, ce n'est pas une fatalité qu'on a les moyens de faire autrement. Bref, on a creusé, et qu'est-ce qu'on a vu en creusant? Que, il y a une opacité sur la construction des prix qui est totalement intolérable parce que c'est la boîte noire à toutes les pratiques abusives. Donc, tant qu'il y aura cette opacité sur la construction des prix, et malgré Egalim aujourd'hui qui n'est pas suffisant et pas suffisamment appliqué, tant qu'on aura cette opacité et que on ne saura pas quel géant de l'industrie agroalimentaire et comment la grande distribution marge sur tel et tel produit, et à chaque fois qu'on gratte un peu, en analysant les quelques chiffres, j'allais dire, parce que pour le moment, ça n'est pas sur suffisamment de produits et pas suffisamment encore, le mandat de l'OFPM ne permet pas suffisamment de transparence. Et il faudrait l'améliorer. Mais quand on creuse les chiffres que l'OFPM met à disposition ou d'autres chiffres, on se rend compte de quoi? On se rend compte d'une fâcheuse tendance. Donc, je pèse mes mots puisque je parle de tendance, puisque c'est uniquement quand on arrive à mettre la main sur des chiffres. Mais il y a quand même une fâcheuse tendance à des surmarges de la grande distribution sur les produits les plus sains et les plus durables. Et notamment, il y avait un chiffre, là je vais vous le donner, qui était très intéressant, souligné par Famille Rurale, notamment en 2021 par exemple. Il faisait des bénéfices sur les rayons fruits et légumes de plus de 247 millions d'euros après impôt, qui étaient couverts par des pertes sur le rayon boulangerie-pâtisserie avec moins 65 millions d'euros. Ce qu'on sait, et ce que la commission d'enquête actuellement au Sénat sur les marges continue de démontrer, et toutes ces auditions sont publiques, je vous invite à aller les écouter, c'est très éclairant. Ce qu'on sait est la grande distribution, dont les 5 principales enseignes contrôlent 80% du marché alimentaire en supermarché, et ne le nie pas, c'est que oui, il y a une péréquation des marges de ces acteurs. C'est-à-dire que sur 6 000 à peu près références alimentaires dans les plus grandes surfaces, ils font la marge ici, je vais la baisser, la marge ici, je vais la monter, etc. Le problème, c'est que c'est considéré comme de la robinetterie, quoi. À aucun moment, ces produits alimentaires ne sont distingués en fonction du fait qu'ils sont ou pas sains, bio, équitables. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que, pour commencer à mettre un peu d'ordre dans tout ça, on a dit à l'État et aux parlementaires, il y a des recommandations publiques de santé publique. Vous ne pouvez pas à la fois avoir ces injonctions et la violence de ne pas vous assurer que toute la population peut y accéder. Je vais devoir passer la parole à Sophie Devienne, mais pour conclure, justement... Promis, je m'arrête, pardon Sophie. Après vous, juridiquement et techniquement, c'est possible sur les produits stratégiques clés pour notre santé et la rémunération des agriculteurs d'avoir, si ce n'est soit la transparence, soit carrément l'encadrement. Tout à fait. Et donc, il faut tout, et tout ça est juridiquement possible, et les parlementaires le savent très bien. Il faut des revenus minimum garantis, et il faut prendre en compte les coûts de production, mais aussi tous les autres coûts liés aux agriculteurs et agricultrices. Et ensuite, il faut plus de transparence sur la chaîne, parce que les acteurs vertueux, ils sont contents que ce soit transparent, et les acteurs qui font des pratiques abusives, ils auront à rendre des comptes, et il serait temps. Et troisièmement, c'est à l'État de rendre accessibles les produits les plus sains et les plus durables. Et pour ça, il faut imposer que l'offre change. Donc, il faudra le faire. Il y a des propositions, je le sais bien, par le collectif Nourrir, je vous en fais part aussi, sur 12% au moins de produits issus de l'agriculture biologique et 5% au moins de produits du commerce équitable dans les rayons. C'est très bien, mais commençons par cette mesure de au moins quand même 100 produits recommandés pour la santé à prix coûtant sur la base du SRP, le seuil de revente à perte, et on ne rajoute pas les plus 10% parce que ça doit vraiment être accessible. La grande distribution, c'est très bien que c'est possible. D'ailleurs, on a rencontré Dominique Schelcher il n'y a pas longtemps qui est en train de travailler sur cette liste. J'attends qu'il le prouve. N'empêche qu'il n'a pas dit que c'était impossible et qu'il reconnaît que quand même, oui, il porte une responsabilité. Mais c'est à l'État d'imposer des règles pour protéger la santé publique. Karine Jacquemart, merci pour ce message. Oui, c'est possible, ce serait possible. Sophie Devienne, vous êtes donc présidente de l'Observatoire de formation des prix et des marges. Le dernier rapport la semaine dernière de l'Observatoire de la négociation commerciale indique que les industriels ont obtenu une hausse quasi nulle des prix lors des négociations commerciales avec la grande distribution dans un contexte d'inflation particulier lié au
conflits dans le monde. Si on s'extrait de ce contexte, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les missions de votre observatoire et les enseignements de vos derniers rapports au Parlement sur les dernières années avec une question? Est-ce que certains acteurs captent beaucoup plus de marge que d'autres? Est-ce que vous avez des pistes pour nous qui cherchons 4,7 milliards? Merci beaucoup de votre invitation ce matin. Donc, l'OFPM a été créé en 2010, hein, donc il remonte à quand même assez longtemps. C'est d'ailleurs la force de l'OFPM d'avoir des séries longues sur la manière dont se répartit la marge tout au long de la chaîne, depuis le producteur jusqu'au consommateur. Donc l'OFPM a été créé justement parce qu'il y avait une crise dans le secteur de la viande bovine qui était très forte, avec un manque de transparence et donc des producteurs qui accusaient la grande distribution d'être responsable des prix très bas qu'ils subissaient. Donc du coup, cet observatoire a été créé et a été mise en place une méthode qui permet donc de regarder comment se répartit la marge entre ces différents acteurs. Alors, j'insiste sur le fait que l'OFPM, ça n'est pas l'INSEE. Hein, c'est bien, et donc on est bien d'abord un observatoire, c'est-à-dire qu'on ne porte pas de jugement sur les marges, on essaye de les mesurer de la manière la plus rigoureuse possible et on essaye aussi de les interpréter, de comprendre chaque année ce qui s'est passé pour comprendre comment, pourquoi les marges ont évolué de telle ou telle manière dans tel ou tel secteur. Et pour ce faire, eh bien, on s'appuie sur les données existantes, mais il manque beaucoup de données pour réussir à établir comment se répartit la marge entre les maillons de la production, de la transformation et de la distribution. Donc, pour cela, l'OFPM a été construit sur la base d'une collaboration avec les acteurs, les partenaires, enfin, donc les représentants des différents maillons pour différentes filières. Alors, du coup, ça veut dire que on a effectivement, enfin, je pense que ce qu'on ne mesure pas forcément bien, et moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé en arrivant, c'est que établir des chiffres, c'est très difficile, hein, puisqu'il y a des moyennes, il y a une grande disparité. On a parlé de la grande disparité au niveau des agriculteurs, mais je pourrais vous témoigner exactement de la même chose au niveau de l'industrie de transformation, entre les petites unités artisanales et puis les très gros faiseurs qui ont une activité internationale. Donc, il ne faut pas oublier que cette diversité, n'existe pas non plus qu'au niveau des agriculteurs, et il y a aussi des industries de transformation qui sont en grande difficulté avec ce qu'on est en train de vivre depuis plusieurs années. Donc, établir des chiffres, c'est compliqué et il faut que ces chiffres soient pertinents et permettent d'éclairer en fait ce qu'on est en train de regarder. Par exemple, c'est beaucoup plus intéressant de calculer des marges nettes par kilo de carcasse ou par 1000 litres de lait que d'avoir des marges nettes qui sont globales pour l'ensemble du secteur. Donc, pour ça, on a besoin de l'aide des acteurs qui nous éclairent en fait sur les chiffres. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'OFPM va donc s'appuyer sur les acteurs, non seulement pour avoir les bons chiffres, mais aussi pour mener des enquêtes qui lui sont propres. Par exemple, pour la grande distribution, on essaye d'avoir des marges nettes par rayon de la grande distribution pour les 6 principales grandes enseignes qui vendent à la fois des marques nationales et des marques de distributeurs. Et pour ça, ça nécessite d'avoir la collaboration. Il y a une enquête spécifique de l'OFPM qui est menée auprès des principales grandes enseignes et qui permet de mesurer une marge nette moyenne par rayon dans la grande distribution. Donc, on ne fonctionne pas sur la coercition, mais bien sur la collaboration. Et donc, les filières qui sont à l'OFPM sont des filières qui sont volontaires pour jouer la transparence. Et les chiffres, il y a un certain nombre de chiffres qui existent à l'INSEE, qui existent auprès des instituts techniques, mais il y a aussi des chiffres qu'on obtient grâce à la collaboration avec les acteurs. Alors, on a besoin de l'aide et de la collaboration de ces acteurs, et si ils étaient aidés par la loi, qu'est-ce qui se passerait? Alors, ce qui risque de se passer, et c'est intéressant parce que du coup, on compare avec ce qui se passe, parce que maintenant, il y a aussi un observatoire européen qui existe depuis 2 ans, et ça nous permet de comparer avec ce qui se passe dans les autres pays. Et en fait, on se rend compte que si c'était obligatoire, on a toutes les chances qu'on ait des liasses de données qui nous soient fournies et dont on ne soit pas capable de faire grand-chose. Je vais prendre l'exemple. L'industrie laitière, j'ai eu l'occasion de le dire l'année dernière à la conférence de presse, jusqu'à maintenant ne jouait pas le jeu de la transparence. Donc c'était vraiment le serpent de mer chaque année depuis 2010 et on avait beaucoup de mal à avoir les chiffres. Donc ça a été dit à la conférence de presse et ce qui a poussé ces acteurs à modifier leur posture. Donc on travaille sur les données de la Banque de France. Le problème, c'est que pour nous, ces données, en fait,
C'est une masse de données qu'il faut réussir à trier pour leur donner un sens, etc. Et ce qu'on voudrait absolument, c'est arriver à calculer les marges pour 1000 litres de lait. Mais pour faire ça, eh bien, on s'appuie sur les services du ministère de l'Agriculture et l'enquête structure laitière de France Agrimer, et on confronte ça avec les fédérations coopératives et industries privées pour réussir à faire le tri et essayer de comprendre quelles sont les industries qui font essentiellement du fromage, quelles sont les entreprises qui vont plutôt faire des produits qui sont destinés à l'exportation, quels sont ceux qui vont plutôt faire du frais, et essayer de classer tout ça, essayer aussi de faire coller ça avec les chiffres qu'on a sur les données de collecte laitière pour avoir des chiffres qui sont pertinents. Pour pouvoir faire ça, il faut mettre tous les acteurs autour de la table et il faut que tout le monde collabore. Parce que sinon, on va avoir des détails dans la loi, si la loi le demandait, est-ce que c'est le message que vous faites passer? Si on voulait avoir la pertinence que vous souhaitez, la loi serait trop générale? Mais je pense que d'abord, ça risquerait d'avoir les acteurs qui n'ont pas envie de donner leurs chiffres, de nous donneraient des choses qui sont inexploitables. Et puis par ailleurs, enfin, moi, ce que je trouve vraiment frappant quand on est au comité de pilotage, et puis Marie Potier peut en témoigner puisqu'elle en fait partie, c'est les discussions très intéressantes qu'on a autour de l'interprétation des résultats de chaque année. Et ça, c'est extrêmement précieux et ça repose sur la collaboration des acteurs. Alors, je vais réexpliquer ce qu'on calcule à l'OFPM. À l'OFPM, on calcule deux choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle les marges brutes, c'est-à-dire qu'on part du prix détail payé par le consommateur et on va remonter toute la chaîne, c'est-à-dire en prenant les prix de vente des industriels à la grande distribution, et on va calculer ce qu'on appelle la marge brute grande distribution. Et ensuite, on va prendre ce qu'on appelle la marge brute de la transformation, c'est-à-dire qu'on va faire la différence entre le prix vendu à l'industrie et le coût de la matière première qui rentre dans la fabrication du produit. Parce que le produit agricole entre rarement en entier dans la fabrication du produit industriel. Je prends l'exemple, la brique de lait UHT, elle contient demi-écrémé, contient beaucoup moins de matière grasse que le lait qui est délivré par le producteur. Et cette matière grasse, elle n'est pas jetée à la poubelle, cette matière grasse, elle est valorisée dans d'autres circuits. Et donc, il faut qu'on enlève la part de la matière grasse qui n'entre pas dans le produit, sa valorisation, pour mesurer au plus près le coût de la matière première. Donc ça, c'est vraiment la décomposition. Ça veut dire par rapport au prix que le consommateur va payer, qu'est-ce qui va à la grande distribution, qu'est-ce qui va à l'industrie, qu'est-ce qui va au producteur au niveau de sa matière première. Ensuite, ça c'est donc la première étape et on suit sur des séries longues la manière dont en fait se joue, enfin comment évolue la part de chacun des maillons quand on a un grand choc comme celui qu'on vient de vivre. Mais on insiste, on a un leitmotiv à l'OFPM qui te dit que la marge brute n'est pas la marge nette, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a regardé effectivement le coût de la matière première ou le coût du produit vendu par l'industrie, tout ça, ça ne couvre pas les autres coûts qui sont par essence, enfin pour certains d'entre eux très volatiles, notamment énergie, emballage, etc. Les salaires aussi qui ont beaucoup augmenté. Et donc on va regarder si cette part du gâteau que va obtenir le maillon, est-ce que ça lui suffit pour couvrir en moyenne ces autres coûts de production? Et on arrive au calcul de ce qu'on appelle la marge nette. Donc, et pour l'agriculteur, on va regarder tout ce qui est revenu et on est de plus en plus fin aussi dans l'analyse de revenus, c'est-à-dire qu'on a dépassé le revenu moyen, on est maintenant dans des revenus en mesurant la disparité et on essaye de faire des séries longues de ces évolutions par grand type de spécialisation. Donc, on s'approche sur des choses que vous avez mises en évidence et un petit peu avec les mêmes sources, en fait. Je voudrais vous poser, si vous pouvez finir ce propos, mais je vais vous poser une question de conclusion. Je vous laisse terminer la fin de votre développement et je vous la pose avant. Est-ce qu'on parlerait autant de marge s'il n'y avait pas un problème avec notre politique agricole? Alors, c'est deux questions séparées. Je vais juste terminer sur les enseignements qui sont quand même extrêmement intéressants de la période d'inflation. Donc, qu'est-ce qu'on constate, les conclusions de la période inflationniste qu'on vient de vivre et qui démarre en 2021, post-Covid, et qui est accélérée par la guerre en Ukraine? Qu'est-ce qu'on voit? On voit les prix agricoles flamber. Et quand je dis flamber, pour les céréales, c'est multiplié par 2 en un an. Et ensuite, se tasser un peu à partir de 2023-2024, sauf pour la viande bovine qui est en train de continuer d'avoir des niveaux de prix qui sont très élevés, qui ont continué à augmenter en 2024. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que l'OFPM a été capable de montrer que ce choc de prix agricole n'a pas été entièrement transmis aux consommateurs. Pourquoi? Eh bien, parce que la marge brute des maillons aval, et en particulier celui de la grande distribution,
en fait, a amorti ce choc, ne l'a pas transmis entièrement aux consommateurs. Et en revanche, ce qu'on observe, c'est qu'à partir du moment où les prix agricoles ont commencé à baisser, à partir de 2023 ou 2024, selon les produits agricoles, eh bien, on a vu la marge brute des maillons aval augmenter, se récupérer à peu près le niveau qu'elle avait avant inflation, voire même augmenter plus, ne serait-ce parce qu'elle a à faire face à des coûts qui ont beaucoup augmenté, et en particulier l'énergie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au lieu d'avoir entièrement la répercussion, comme ce qu'on a aux États-Unis par exemple, eh bien, on a en fait un lissage pour le consommateur, c'est-à-dire que l'entièreté de l'augmentation des prix agricoles n'a pas été encaissé dès la première année, mais par contre, ça s'est transmis les années suivantes pendant que le maillon agricole voyait baisser en fait sa part, puisque les prix agricoles diminuaient progressivement. Et donc, ce qu'on montre, c'est que la diminution de cette marge brute aval, dans un contexte de prix de l'énergie qui flambait et qu'avaient à affronter aussi ces secteurs aval, eh bien, c'est traduit par une diminution de la marge nette pour ces secteurs aval, pendant que le revenu agricole, lui, avait augmenté en 2022. Il baisse ensuite avec la baisse des prix agricoles, mais ces maillons aval se sont retrouvés avec des marges nettes en forte diminution, voire même pour certains d'entre eux négatives dans certains secteurs. Je pense à la meunerie, par exemple, à l'abattage des coupes, qui se retrouvent avec des marges nettes négatives et qui ne leur permettent plus de couvrir leurs coûts. De complexité est passée, on va devoir conclure. Est-ce un dernier mot en 10 secondes sur est-ce qu'il y a tout de même... Est-ce que ça veut dire quand même qu'il y a un problème quelque part? Je sais, quand on a préparé cette table ronde, on avait dit que l'observatoire, il n'existe pas forcément dans d'autres pays européens. Oui. Voilà un mot de conclusion sur ce point, et on va passer à la troisième séquence. Alors, dans l'observatoire européen qui existe, on a fait un tour de table de tous les pays, puisque je fais partie aussi de cet observatoire européen, et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de pays qui avaient un observatoire qui était capable de voir comment se répartissait la marge entre les différents acteurs. Parmi les pays qui observent cela, on les fait intervenir aux entretiens de l'OFPM chaque année au Salon international de l'agriculture. Donc, on a la Belgique, l'Espagne, qui ont des systèmes de la sorte, l'Italie, ça ne ressemble pas tout à fait, mais ils essayent de faire quelque chose. Mais je vais prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est très intéressée par l'Observatoire français parce qu'en fait, le choc inflationniste qu'on a connu, eh bien, l'Allemagne avait des prix des produits alimentaires qui étaient inférieurs aux prix français avant ce choc inflationniste. Et depuis, ils sont passés à un niveau plus élevé qu'en France. Et ils ne comprennent absolument pas pourquoi. Et en fait, ils n'ont aucun outil. Et ils sont en train de se poser la question qu'on se posait en 2010, c'est qui s'en met plein les poches? Est-ce que c'est les industriels? Est-ce que c'est la grande distribution? Et ils nous disent, mais comment vous avez réussi en France à monter un observatoire de la sorte? Et on est très sollicité par les Allemands en ce moment pour expliquer notre système. Et en fait, ce qui saute aux yeux, par exemple, si on compare à la Belgique, c'est justement que nous, on fonctionne avec les acteurs. Et les Belges nous disent, nous, on a les liasses. On fait ce qu'on peut avec les chiffres, mais en fait, on est incapable d'interpréter les choses et toute la finesse parce qu'on ne travaille pas avec les acteurs. Et je pense que ça, c'est quand même une des forces de la France pour une fois. Quand on compare à l'Europe, on a quelque chose de beaucoup plus avancé, même si c'est encore perfectible et que vous avez raison, tous les produits ne sont pas suivis, mais on a un outil très précieux et qui est trop peu connu, je trouve, l'OFPM. On essaye de le rendre, alors c'est très complexe, les gens vont vous le dire, qui sont au comité de pilotage, c'est complexe à suivre, et on va essayer, tout notre travail, c'est d'essayer de rendre accessible aux citoyens lambda les résultats que l'on a, sur lesquels on ne porte pas de jugement, mais qui sont à disposition des acteurs politiques pour s'informer et comprendre comment fonctionne la répartition de la marge tout au long de la filière. Merci pour ces messages, Karine Jacquemart et Sophie Devienne, qui vont nous permettre de poursuivre notre quête des 4,7 milliards. Pour introduire la troisième séquence sur le rôle de l'État, je voudrais vous partager un vécu pour préparer le dernier salon de l'agriculture. J'avais demandé à être reçu par un ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, qui est entre autres devenu entrepreneur dans l'agroalimentaire. Entre autres. Et je suis allé le voir avec une question. Comment on fait pour aider la Mémère? La Mémère, ce n'est pas une parente à lui, c'est une entreprise dans laquelle il avait des parts qui rémunère les agriculteurs, une entreprise de glace qui rémunère les agriculteurs bien au-delà de 2 SMIC et qui souffre de distorsion de concurrence vis-à-vis d'entreprises qui rémunèrent les agriculteurs sous le seuil de pauvreté. Et d'ailleurs, ces entreprises reportent sur le contribuable
Par exemple, la retraite des agriculteurs, qui est financée à 80% par le régime général. On préférerait financer la retraite des agriculteurs en finançant leur brique de lait au juste prix, plutôt que sur l'argent des contribuables. Sa réponse a été, comment on fait pour aider la mémère? Il m'a dit, je ne sais pas. On était en fin de journée et je lui ai soumis une solution. Il était déjà bien gentil de me recevoir et je lui ai dit, il y a un chiffre qui a fait éruption dans le débat public, 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises, dont 80 milliards d'exonération de cotisations sociales, dont 12 milliards dans l'agroalimentaire, dont un quart au-dessus d'1,6 SMIC, c'est-à-dire là où l'impact sur l'emploi, puisque c'était le but de ces politiques d'exonération de cotisations, n'est pas démontré. Donc je vais proposer qu'on conditionne ces aides à la rémunération des agriculteurs à un niveau d'intérêt général pour que les entreprises qui font le choix de reporter ces cotisations sur les contribuables ne bénéficient pas d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et il m'a répondu, pourquoi pas conditionner en fonction du volume de produits vendus, juste rémunération. Pourquoi pas les entreprises équitables d'origine France? Pourquoi pas la mémère? Pourquoi pas c'est qui le patron? Nicolas Chaban qui pourra réagir dans un instant. Dominique Potier, Éric Martineau, vous êtes députés. 3 questions à chacun, les mêmes, je les donne d'un coup. La première, quel est votre levier par efficacité pour répondre à la question du revenu agricole? Quelle priorité? La deuxième question, comment réorienter une petite part de l'épargne des Français vers notre souveraineté alimentaire pour résoudre des questions sur le foncier et évidemment sur le revenu agricole. Et enfin, comment inciter fiscalement les entreprises de l'agroalimentaire à atteindre un revenu d'intérêt général pour les agriculteurs? Éric Martineau, peut-être. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci pour l'invitation. Je commencerai peut-être par la conclusion tout de suite et de vous dire que, ne pas tout attendre du politique parce que sinon, il y a longtemps que ça aurait été fait et qu'il n'y aurait pas de problème aujourd'hui ou beaucoup moins en agriculture. Et ce en quoi je crois réellement et ce que je défends en tant que député, parce que j'oublie pas non plus que je suis agriculteur, producteur de pommes en bio et en éco-responsable, mais aussi ancien président d'une organisation de producteurs qui siégeait au sein d'une association d'organisation de producteurs. Ce que je veux dire par là, c'est, pour moi, c'est l'importance de la structuration des filières. Ça a été dit auparavant, vous avez on ne reparle pas, pour moi, d'agriculture ou d'agriculteurs, mais bien des agricultures et des agriculteurs. Puisque en fonction de là où vous vivez, ce que vous produisez et comment vous allez le commercialiser, vous n'aurez pas du tout les mêmes réponses à chaque fois, parce que la problématique est complètement différente. C'est pourquoi je crois très sincèrement aux organisations de producteurs. Il faut arriver à se structurer, ce que je dis toujours aux agriculteurs, parce que tout ne viendra pas d'en haut. Parce que déjà, quand vous avez des agriculteurs qui sont sur un même territoire, qui ne peuvent pas se voir entre eux, moi je le vois dans mon village, où on a un secteur donc fruitier, où il y a beaucoup de vergers. Dans un même village, vous avez 4 organisations de producteurs, dans un village. Imaginez donc à l'échelle d'un territoire, mais quand je dis territoire, une région, c'est-à-dire la vallée de la Loire, puisque je suis de la Sarthe, eh bien là, on a une vingtaine de bureaux de vente. Pour s'adresser à qui? À 5 gros acheteurs de la grande distribution. Inutile de vous dire que les rapports de force sont complètement distendus et vous pouvez, en tant que politique, vous pouvez changer de ministre de l'Agriculture. Ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'à la limite, nous, on va fixer le cadre. Mais après, dans ce cadre, les concurrences entre producteurs vont faire que, de toute façon, le prix, il est systématiquement tiré vers le bas à la baisse, puisque, en clair, celui qui gagne le marché, c'est celui qui vend le moins cher. Donc, oui, il y a des possibilités, ça j'y crois, parce qu'il y a certaines filières qui sont mieux organisées que les unes que les autres. Je vais vous en citer 2, que je connais aussi un petit peu. Je pense à la tomate française, qui elle est bien organisée en association de AOP, donc de producteurs, et puis une autre, l'endive, mais avec des problématiques aussi différentes. Je m'explique. En tomate, la tomate française est très concurrencée par la tomate marocaine. Il y a eu aussi des ententes, des prix, parce qu'on connaît nos coûts de production, surtout quand vous êtes en organisation de producteurs, il faut quand même savoir que vous avez, pour être reconnu, vous avez des obligations de répondre à ce qu'on appelle à l'organisation commune des marchés, avec un cadre très strict qui existe déjà, et donc une OP fournit ses prix minimums, ses prix objectifs,
son prix moyen rémunéré au producteur plusieurs fois par semaine. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas reconnu en tant qu'OP avec ses obligations. Et donc, pour la tomate, eh bien, les producteurs ont arrivé à s'organiser et au sein d'une AOP, donc c'est-à-dire l'association des organisations de producteurs, ils peuvent avoir un commercial qui définit un prix de vente en dessous duquel il s'interdit de répondre pour les promotions. Ce qui veut dire que eux, à la limite, est-ce qu'ils ont besoin d'un prix plancher? À la limite, ils l'ont déjà. Ils le définissent déjà. Là où ils ont un problème, c'est sur la concurrence avec la tomate marocaine. Mais parce qu'il y a des accords de libre-échange. Pour ça, il a été essayé de définir un prix rémunérateur et de se dire, OK, la petite barquette, par exemple, de tomates cerises que vous trouvez en supermarché à 99 centimes qui vient du Maroc, eh bien, la française, c'est obligé, c'est plus cher parce que la main-d'œuvre, ce n'est pas au même coût, on n'a pas les mêmes conditions de production, on va être à 1,29 €. On a constaté dans certains supermarchés que cet accord national n'avait pas été respecté. On arrive à trouver ces barquettes françaises à 1,95 €. Je ne citerai pas la grande surface qui le fait en France, mais c'est quand même On peut problématique. le faire filière par filière, c'est prix Tout à plancher fait. via les OP dont vous parlez. Tout à fait. Rien ne s'y oppose. Et après, l'autre exemple, mais qui a été dévastateur, c'est la filière endive, parce que eux, vous avez en gros une dizaine de grosses organisations de producteurs, 9 exactement, mais eux ont été accusés d'entente illicite sur le prix par les services de Bercy. Donc c'est là où nous, en tant que politique, on peut essayer de se battre contre c'est quoi l'entente illicite, parce que eux connaissent leur coût de production, ils savent qu'en dessous de tel prix, ce n'est pas possible de vivre. Et donc, dans ce cas-là, après, on va faire venir de l'endive de Belgique ou de Hollande, alors que les services de Bercy tombent sous le coup de l'entente illicite sur les prix. Et il y a des filières où ça ne marche pas du tout parce que les gens ne s'entendent pas. Par exemple, je pense à la poire, par exemple, que je connais bien. Et là, dans le coup, vous avez beaucoup de poires étrangères qui arrivent, surtout de Belgique et de Hollande, parce qu'on n'arrive pas à définir. Et pourtant, parce que aussi, pour répondre à une autre question, sur l'avantage pour moi que je vois dans les OP, c'est que l'État peut définir, et surtout l'Europe, des contraintes environnementales. Quand vous êtes reconnu en organisation de producteurs, vous avez obligation d'investir un tiers de votre plan d'investissement dans des mesures agro-environnementales, c'est-à-dire limiter, je sais pas, les dérives, par exemple, si sur les appareils à pulvériser, c'est la plantation de haies, l'expérimentation. Vous avez plein de sujets, mais ça veut dire que 30%, c'est quand même beaucoup. Alors, c'est sûrement pas assez, mais pour les agriculteurs, c'est bien. Et une dernière chose auquel je tiens, c'est nous, en tant que politique, essayer de lutter contre la francisation, parce que ce qui détruit aussi notre agriculture, c'est certains gros tricheurs qui, en clair, importent des produits, les rebaptisent en version française. Et ça, moi, j'aime bien le dénoncer, parce qu'aujourd'hui, vous trouvez de la poire quelquefois à 1,29 € en supermarché, ce qui est impossible en poire française. Et pourtant, certaines chaînes de grande distribution sont tapées sur les doigts avec ça. Merci Eric Martineau. On retient que le levier prioritaire est donc la structuration des OP pour qu'elles aient plus de force dans les négociations. Merci. Moi, je vais rapidement évoquer 6 propositions qui sont plutôt dans les pas de celle d'Éric et celle de Marie qui s'exprimait avant. Mais je voudrais d'abord faire un chapeau. L'État est également responsable du champ culturel dans lequel le débat politique s'installe. Or, depuis quelques années, on a fait de l'écologie l'adversaire du revenu agricole. À travers la levée des contraintes, la simplification, etc. C'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais c'est une folie par rapport à la sagesse qui est la vôtre aujourd'hui en replaçant les questions sur leur base essentielle, un débat de partage de la valeur sur le plan socio-économique. Voilà. Donc, vous recentrez le débat et il est trop décentré aujourd'hui sur le plan idéologique et il nous évite ce à quoi vous nous invitez aujourd'hui. Acte 1, les concurrences déloyales. Je ne vais pas évoquer, mais rappeler simplement que avec notre groupe politique, les socialistes, on avait, et d'autres partenaires, on a évoqué la question de mesures miroirs effectives, non pas de mesures miroirs aux alouettes, mais de vraies mesures miroirs fondées sur des certifications d'import-export qui garantissent in situ les conditions de production, ce que jamais aucune brigade sanitaire et environnementale ne pourra faire à Roissy ou au Havre. Donc la question d'un véritable juste échange fondé sur une équité des normes nous paraît essentielle. Deuxième élément, ça va paraître un peu disruptif, mais c'est la question du foncier. La régulation majeure dans l'agriculture, c'est celle de l'accès au foncier et du coût du foncier.
Or, dans les années d'après-guerre, on a célébré il y a peu de temps François Tanguy-Prigent avec l'audace du statut du fermage, qui est un contrat entre le capital et le travail, qui a stabilisé un foncier compétitif et relativement accessible à ceux qui en avaient besoin pour travailler dans notre pays. C'est une question qui demeure essentielle à l'heure du mur démographique devant lequel nous sommes, avec 10 millions des 27 millions d'hectares de SAU de France qui vont changer de main, avec les près de 50% de paysans qui, dans les décennies qui viennent, peuvent quitter la profession. Donc la question de la maîtrise du coût du foncier et de son partage suppose une régulation majeure qui ne relève pour le coup que de la puissance publique et de l'État. Et les majeurs dans la constitution du revenu, un revenu parce que les logiques d'accaparement et d'agrandissement sont des appauvissements écologiques, sociaux, mais également économiques, alors que la recherche de valeur ajoutée sur des fermes à taille humaine, qui restent à dimension humaine, est une quête qui garantit un surcroît de revenus. Le troisième levier, c'est celui de la politique agricole commune, non seulement dans sa répartition plus équitable, ça a été évoqué par les uns et les autres, et notamment par toi, Karine, mais également, et tu l'as très bien dit, Eric, par ce que fait très peu la France, c'est le soutien des programmes opérationnels de constitution de filières dans des associations d'organisations de producteurs qui évitent les rapports léonins entre les 5 acheteurs et la dispersion des opérateurs. On a un obstacle, je le dis, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels ici, et vous avez peut-être, et c'est un vrai chantier à faire, c'est comment le mouvement coopératif français, qui est une forme de mutualisation sur une filière, peut s'ordonner pratiquement, c'est des problèmes pratiques, ce pas des problèmes théoriques, avec le système des AOP, qui est un système, lui, horizontal sur un territoire. Comment le grand bassin de l'Ouest va sortir un prix du lait qui est équitable, etc. Et tout, c'est pas la même chose que d'être dans un mix produit dans une coopérative. Ces deux démarches sont a priori vertueuses, elles ont du mal à s'articuler, et c'est une des raisons pour laquelle, au-delà des différents ministres de l'Agriculture, les AOP et les programmes opérationnels ad hoc sont trop peu utilisés dans notre pays. C'est un vrai chantier de réflexion en amont des présidentielles. Je mets en quatrième carte la fiscalité, c'est la moitié de la PAC, mine de rien, entre 4 et 5 milliards. Je fais le pari qu'elle est encore plus inéquitable et plus inefficace que la politique agricole commune. Nous allons regarder tout cela avec Pascal Lecamp, puisqu'on a obtenu une mission du gouvernement qui va nous permettre d'explorer l'efficacité, l'équité de cette fiscalité, qui est aujourd'hui quasiment un angle mort du débat public. Les questions de surmécanisation, les questions de phénomènes sociétaires sont des phénomènes majeurs qui artificialisent le revenu quelque part, là où nous devrions retrouver une réalité d'une fiscalité au service de l'économie réelle. Nous avons aujourd'hui une fiscalité qui favorise une économie artificielle. Cinquième point, c'est la transparence, celle entre l'amont et l'aval. J'ai bien écouté Sophie, chère Sophie, j'ai envie de dire, il appartient aux législateurs de forcer les opérateurs dont vous parlez à fournir non pas des liasses illisibles par l'Observatoire, mais à livrer une comptabilité qui soit simplement transparente et accessible en termes de data. Ça, c'est la comptabilité qui a été inventée il y a un siècle a créé de la transparence, de la redevabilité et de la capacité des acteurs à échanger entre eux. Ça a été un facteur de commerce. Inventons une redevabilité comptable qui permette à des firmes multinationales, comme on les connaît tous, Lactalis, Co, Bijard et compagnie, de fournir des data qui puissent être interprétées. C'est à eux de faire le boulot, c'est pas à l'État de dire c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Donc là, je pense qu'il y a un renversement et qu'il appartient sur les questions de comptabilité à créer les conditions de la transparence entre l'amont et l'aval. Et je suis très heureux qu'Antoinette Guhl, notre collègue écologiste, sénatrice écologiste, ait soulevé le capot et nous révèle ce qu'elle va nous révéler sur ces questions de montage sociétaire et de location de société à la société qui nous dispersent du réel. À mon avis, les quelques milliards que vous cherchez là pour consolider le revenu agricole, ils sont très certainement en grande partie dans ce domaine-là. Vous donnez la parole à Nicolas Chaban. Je mettais le dernier point, c'était la question de la commande publique qu'on met toujours en premier. Moi, je l'ai mis en dernier parce que tous les autres, à mon avis, sont plus structurants. Un mot, si vous permettez, sur l'agroalimentaire. Il y a un déficit d'investissement. On a un appareil agroalimentaire qui est aujourd'hui sous-équipé, qui n'est pas modernisé. Il faudra, dans le prochain mandat, bâtir un plan d'investissement dans notre première et seconde transformation. Et on pourrait la conditionner à des contrats tripartites pluriannuels, des aides conditionnées à l'investissement, sous réserve qu'on consolide le revenu de tous les travailleurs, y compris ceux de l'agroalimentaire, qui sont parmi ceux qui souffrent et dont on ne parle jamais, y compris dans le commerce équitable. Je me permets cette petite interpellation amicale ici. Enfin, si un livret A, il faut
l'orienter non pas sous le capital d'exploitation ou l'agroalimentaire, sauf sous des formes coopératives, bien sûr, là, il y a des formes pour ça, mais c'est évidemment le foncier qui doit devenir l'objet d'un portage régulé, un portage qui permette le partage. Voilà, merci. Merci beaucoup Dominique Potier et Éric Martineau. Je vais donner la parole à Nicolas Chaban, notre grand témoin fondateur de l'entreprise C'est qui le patron, qui pourra avoir une réaction libre à tout ce qui a été dit, et notamment sur ce qui serait favorable à des avantages fiscaux pour les entreprises comme la sienne, qui rémunèrent justement les agriculteurs, ou pour les entreprises équitables d'origine France. Puis Blaise Desbordes, notre directeur général, dira un mot de conclusion. Je vous laisse vous installer. Oui. Je vais prendre 3 minutes. Pardonnez-moi, donc je l'amène à chaque fois. Je vais la mettre devant les autres de la République. Je vais la mettre là, regarde. Là. C'est plus facile d'expliquer. Alors d'abord, vous dire merci pour l'invitation. Merci à Max Havelaar, merci aux députés, à tout le monde. Madame Jacques Marc, je n'avais jamais vu. Nous, on est des consommateurs. Donc, je vais essayer de vous amener une vision volontairement de consommateur. Je vais expliquer ce qu'est la structure. C'est une coopérative, il y a 3 structures. Il n'y a pas d'argent en fin d'année qui sort du système. Il n'y a pas des fonds de pension, des banques à qui on doit donner cet argent. On a même récemment fait une fondation actionnaire pour que tout reste, je dirais, dans une transparence totale. Quand tu achètes ces produits, il y a d'autres démarches. Hein. Quand tu avais l'autre, il faut parler d'autres démarches que celle-là. Ça va directement au producteur. Par rapport à tout ce qu'on se dit, moi, je voudrais vous parler de transparence, que vous en avez parlé tous un petit peu. Il y a un plus fort que toutes les lois, même si, amis députés, ne lâchez rien. Mais on se désespère un peu côté citoyen de voir des choses bouger, parce qu'avec des gens de bonne volonté qui ont envie de faire bouger les choses depuis des années, rien ne se passe de très concret. Mais on reste bienveillant et on vous dit continuez de faire le maximum. Mais nous, on va attendre personne. On est 15 millions d'acheteurs de ces produits, un Français sur 4. Et en fait, dès qu'on a de la transparence, ce qui manque tellement au système, reprenez tout ce qu'on s'est dit par le prisme de la transparence, et là, vous arrivez à autre chose. Il y a les lois en amont, les discussions, les grands enjeux, les lobbies, le monde agroalimentaire. Et puis, il y a celui au final qui, par son achat, va faire plus fort que toutes les lois. Il va dire, ce produit-là, parce que je sais que le producteur gagne sa vie, avec toutes les répercussions positives qu'il y a derrière, je décide d'en faire une application de la loi du bon sens, de la bienveillance, je ne sais pas comment l'appeler. Mais c'est comme ça que cette brique de lait, alors là, ce n'est pas pour les podiums, elle est devenue la brique de lait la plus vendue en France, hors MDD. Mais il y a autre chose, c'est de l'espoir. Hein. Ce n'est pas pour vous dire qu'on est... Puisqu'on n'est pas une start-up, je ne vous ferai pas des podiums de start-up, mais elle est rentrée dans les 50 produits les plus vendus de France. Quand on a ce chemin de la transparence, tu sais où va l'argent, à quoi il sert. D'un seul coup, Ricard, Cristalline, Coca et une petite brique de lait qui est dans les 50 produits les plus vendus de France. Pas parce qu'elle est la moins chère et qu'elle a de la promo, elle n'en a pas. Elle n'a pas de pub à la télé. Mais parce qu'elle est solidaire et que nous, consommateurs, on est sûr qu'en l'achetant, à l'autre bout de la chaîne, il y a un producteur qui gagne sa vie. Donc, est-ce que la solution peut-être ou le chemin le plus court pour arriver à faire tout ce qu'on veut faire, c'est pas de repartir de la bienveillance, c'est du bon sens de consommateurs en France. On est combien à vouloir que les producteurs qui nous nourrissent tous les jours s'en sortent? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens pathologiquement constitués différemment qui voudraient que ceux qui les nourrissent ne s'en sortent pas. On a parlé des 4 milliards, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais on a fait, nous, une étude avec YouGov. On a dit, à partir du moment où vous êtes certain que les centimes vont aux producteurs, ça c'est une petite équation que tout le monde n'a pas forcément en tête. Combien vous êtes prêt à rajouter par mois si vous êtes certain que les centimes ne vont pas ailleurs que chez le producteur? On est arrivé à 6,02 € par mois. Ça veut dire qu'on est dans l'équation que vous avez. Donc les consommateurs, nous, on est déjà prêts à faire cet effort, même si je pense qu'il faut que d'autres le fassent. Et quand vous reprenez cette courbe, on ne l'a pas fait, tout le monde connaît ces chiffres, mais rendons-nous compte de ce qui se passe là. 1 500 000 producteurs en 1970, 395 000 aujourd'hui, non, 349 000, les derniers chiffres, 349 000. L'INSEE dit, dans 5 ans, la moitié des producteurs part à la retraite. Qui va nous nourrir, quoi? Qui, à un moment donné, quel enfant va se dire, j'ai vu des parents galérer, mais je vais faire le métier d'agriculteur, qui est un des plus beaux métiers qui soit, 7 jours sur 7. Donc la responsabilité, le petit témoignage humble, mais comment dire, déterminé de consommateur, c'est de dire à tout le monde,
Il y a peut-être une nouvelle ère politique à créer. On en avait parlé avec Marie Pochon à une époque. Je ne sais pas si Raphaël Petit qui est là, mais la politique qui va réfléchir à une façon d'encadrer ce qui est tellement dur à conditionner pour 1000 raisons. Il faut toujours y croire, mais c'est compliqué. Mais il faudrait qu'il y ait une loi à un moment donné qui s'appuie sur celui qui, au final, va valider par son achat, par la transparence, le fait que le producteur gagne sa vie. C'est d'une simplicité. Hein. On est à 130 millions de produits vendus par an, pas de pub à la télé. Quand vous dites une loi, parce que j'entends que vous misez sur le bon sens des consommateurs et des autres entreprises, mais comment on fait pour basculer de 15 millions de Français qui consomment, juste rémunération avec vous, à 30 millions? Est-ce que vous ne ragez pas par moment d'atteindre peut-être un plafond de verre qui fait que certaines entreprises non, ouais. se vendront toujours mieux parce que le consommateur choisira Alors, le merci. prix bas? C'était le dernier point parce que je sais qu'on est court en temps, mais je vais vous parler de ce qu'on a découvert récemment. Et d'abord, pour répondre à cette question, non, il n'y a pas de limite. Pardon, je ne vais pas faire une phrase de politicien ou de... Mais franchement, le bon sens, il n'a pas de limite. La bienveillance de ceux qui, à un moment donné, veulent que pas loin de chez nous, il y a de la nourriture de qualité qui persiste. Dans le contexte actuel, les bateaux du bout du monde pour nous amener de la nourriture, franchement, je ne pense pas que ce soit le pari le plus idéal. Donc, comment on va arriver à plus de 15 millions? L'année dernière, c'est encore 10,6% de progression. Ça n'arrête pas depuis 10 ans de progresser. C'est des chiffres records de vente à l'échelle, bien sûr, de la démarche. Mais on n'a aucun signal clair de la baisse. La nouvelle équation, c'est que très longtemps, on nous a dit le premier prix. La grande distribution en a parlé comme une boussole unique. Et c'est vrai qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Clair, on n'oubliera jamais. 22 à 30% de familles. Tu peux leur parler de 4 € à rajouter par an pour que le lait devienne solidaire. 8 centimes fois 50 litres. 4 € par an quand tu es français pour transformer la vie des producteurs. Quand tu n'arrives pas à nourrir ta famille, on ne peut pas te parler de ces centimes. Avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas. Mais on a oublié les 70%, 78% en France de gens qui veulent que des producteurs s'en sortent, qui peuvent mettre ces 4 € par an, ces quelques 6 € par mois, pour qu'on ne dépende pas d'une nourriture qui va venir du bout du monde. Donc il faut à un moment donné reprendre l'équation, ne pas oublier les 22 à 30% de familles, ça serait dramatique. Il faut faire des efforts plus grands encore, même peut-être pour elles. Le Stade de France rempli à ras-bord chaque année avec le gaspillage alimentaire, 10 millions de tonnes, c'est peut-être l'opération ou l'action parallèle à mettre en place, mais on est 70% à pouvoir le faire. On l'a dit avec Blaise Desbordes tout à l'heure, allez en supermarché, prenez un caddie, on l'a fait, remplissez votre caddie de tous les produits qui vous garantissent que le producteur à l'autre bout gagne sa vie. En 2026, alors que c'est une évidence de le faire, vous remplissez un fond de caddie et pas plus. Donc, nous, consommateurs, pour terminer, on est prêts. Je crois que je vous pose la question en tant que consommateur ou citoyen à aider des producteurs qui nous nourrissent tous les jours, 7 jours sur 7 dans le lait. Enfin, vous connaissez ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je fais exprès, mais il n'y a pas de week-end quand tu es producteur de lait. Il faut que tout le monde gagne sa vie. Ils arrivent à nous nourrir. Les plus jeunes reprennent les fermes. Et mettez en rayon, pour finir, des produits dont on est certain, en les achetant, que le producteur à l'autre bout perçoit ses centimes. Et vous verrez que les 130 millions de produits vendus dans cette démarche deviendront bien plus de produits, mais encore faut-il que la grande distribution nous fasse apparaître clairement les choses. J'ai juré de vous demander une chose au nom de l'équipe et des consommateurs. On est hyper bons joueurs, on adore toutes les démarches, on n'est pas coquin, on ne veut pas être les plus forts en part de marché, mais quand tu as des démarches qui disent « rémunère mieux le producteur », mais mieux que quoi? Bon, on aimerait par exemple que quand il y a une allégation de rémunération améliorée, on puisse savoir à coup sûr combien gagne le producteur. Et si on recrée ce lien, producteur-consommateur, là, dans notre débat et pour finir, il y a une dimension qui va apparaître, le bon sens collectif, la bienveillance. Nous, consommateurs, loin des débats politiques, on a dans nos poches, à portée de main, un moyen direct et quotidien de changer les choses, et on le fera à bien plus grande échelle encore que celle qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Nicolas Chaban. Merci à tous les intervenants. Je crois que l'Observatoire de la rémunération agricole équitable a été lancé aujourd'hui sous de très bons auspices et avec beaucoup de bienveillance des parties prenantes et des experts et élus ici présents.
Merci à vous. Je crois que deux mots pour conclure. Un, pour répondre à Nicolas Chaban. Les allégations vont connaître une révolution en 2026. Les allégations folkloriques, les allégations non fondées sur la science, non démontrées en termes de rémunération des producteurs comme d'environnement, vont être interdites à partir du 30 septembre 2026. Regardez cette directive, ce n'est pas la plus connue dans l'actualité politique de l'Europe, mais c'est une directive qui, enfin, va peut-être venir soutenir l'ensemble des bonnes volontés ici présentes pour que les consommateurs soient protégés contre, disons, les propos non fondés. Et deuxième élément, je reprends ce très beau mot. Je crois que la cérémonie d'aujourd'hui de lancement de l'Observatoire peut être sous l'égide du mot transparence. On voit bien, ça a été dit, que partout où on introduit de la transparence, de la correspondance expert, de la transparence dans les entreprises coopératives, équitables, etc., c'est là où les choses se dénouent. Les espèces de triangle de l'inaction et de l'impossibilité d'action dont parlait Augustin se dénouent. Merci pour votre présence. Merci à tous et suivez les travaux de l'Observatoire. À bientôt.